Là, t'as vraiment un truc où tu te dis, attends, qu'est-ce que je fous, quoi? Mes clients me traitent comme de la merde. En interne, j'ai l'impression qu'ils sont tous furax contre moi. Moi, j'ai créé une boîte pour que les gens soient bien. J'ai créé la boîte dans laquelle je voulais être employé. J'ai l'impression de tous les bien le traiter. Les clients, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que je fous là, quoi? J'ai mon téléphone qui sonne à partir de 4h du mat. Et ça sonne, et ça sonne. Et là, tu te dis, bon, je vais décrocher. J'ai une personne de mon équipe qui me dit, écoute, je suis désolé, je sais qu'il est très tôt, mais je pense que ça pouvait pas attendre. Nicolas est mort. Le mec, il avait 50 ans. Tu penses pas à ça? Tu penses pas que tes hommes clés, ils peuvent mourir? J'ai recruté un gars, ça fait de juin à janvier, qui m'a menti tous les jours, qu'il a menti à l'équipe toutes les semaines, et en même temps, c'est moi qui l'ai recruté. C'est ma responsabilité. À cette époque-là, je devais déjà avoir plusieurs centaines de milliers d'euros de dettes. Des projets qui s'arrêtent ce mois-ci et le mois prochain. Tu fais quoi? Je suis Loïc Boutet, fondateur d'Hexagonal, agence de service, agence de développement, principalement pour les grands groupes, pour faire du développement sur mesure. Ça démarre en février 2016, par nécessité. Le dernier projet entrepreneurial que j'avais se casse un peu la gueule. Et faut trouver la prochaine étape. J'ai besoin de faire de l'argent rapidement, donc je me dis moi je suis dev, j'ai beaucoup d'expérience, j'avais déjà fait quelques conférences à l'international, je participais à des projets open source, donc globalement en plus j'étais spécialisé dans une techno qui marchait bien, qui était Ruby on Rails. Donc je me dis je vais faire un peu de freelance. Je trouve un client en 2 jours. Sur le Slack de Paris RB, je dis que je cherche du boulot, on m'appelle le lendemain, on me dit ok, est-ce que tu peux commencer lundi? Voilà, facile. Et puis en même temps, je travaille dans ma tête, et puis je me dis, mais en fait, est-ce que au lieu d'être juste freelance, parce que j'avais déjà monté 7 ou 8 boîtes à l'époque, je me dis ok, est-ce que je ferais pas quelque chose d'un peu plus ambitieux que ça? Et en fait, en arrivant chez le client, je vois qu'il recrute d'autres freelances. Et puis je me dis mais attends, moi j'avais mon apprenti là qui était sur ma boîte précédente, qui était bon, je l'ai formé pendant 2 ans en fait, ça faisait déjà 2-3 ans qu'on se suivait dans mon dernier boulot salarié, et c'était moi qui l'avais formé et je l'avais récupéré en apprentissage après. Du coup je leur propose, je leur dis moi j'ai un gars, je peux vous le placer, moi je monte une agence au fait, est-ce que ça vous tente? Et ils me disent oui, donc c'est comme ça que l'agence se monte. Et puis en fait le business de l'agence il est assez simple quand tu peux placer des gens, tu places des gens à un TGM, tu fais une marge dessus, donc ça fait de l'argent tout de suite. Et puis là en fait je me dis j'ai des contacts dans un bootcamp. Je connaissais des gens qui essayaient de se convertir en métier de dev, et je les connaissais assez pour voir un peu qui était bon, qui était pas bon. Et donc je me dis je vais recruter une personne, et alors, au début l'idée c'était qu'il essaye de faire un SaaS, et donc il a bossé sur un projet interne pendant plusieurs mois, mais petit à petit c'est comme ça en fait que l'agence grossit. On arrive, on prend d'autres gens, on les place, on essaye de les placer sur la même mission que moi au début, parce que ça me permettait de contrôler quand même ce qui se faisait, et puis l'ambition est assez vite de créer la boîte dans laquelle j'aurais voulu être salarié. Ce que ça implique aussi, c'est que la boîte dans laquelle j'avais envie de travailler, c'était pas une ESN classique au sens marchand de viande, si on est un peu péjoratif, où j'envoie quelqu'un chez le client, et en fait, c'est quoi ma plus-value, quoi. Et ça a vraiment été un truc qui drive toute la vie d'Hexagonal. C'est que ce qu'on appelle la régie dans le milieu, donc moi j'ai un salarié, mais en fait je l'envoie chez le client, et tous les jours il va chez le client, il est managé par le client. Je vois pas la plus-value. Je vois pas ma plus-value. Parce qu'en fait, si le gars était freelance, pour la boîte, ça revient au même. Pour lui, il a plus de facilité à gérer son contrat. Le seul truc, c'est qu'éventuellement, tu apportes un client. Mais à la limite, mieux vaut avoir juste un business model de pur apporteur d'affaires, et basta. Et comme je vois pas la plus-value, je m'interdis de le faire. Parce que, pour moi, monter une boîte, si t'as 0 plus-value, je sais pas comment tu te regardes dans le miroir, et je sais pas comment tu te dis que t'as un rôle sociétal, c'est quoi ta place, quoi. Donc vraiment au début, je les mets sur les mêmes missions que moi.
On grossit assez bien comme ça. On arrive à être 3, 4, 5. Au bout de la première année, je m'aperçois que ce client-là va pas pouvoir prendre plus de gens, ou en tout cas il refuse de prendre plus de gens, parce qu'il voulait pas trop dépendre de moi à l'époque. Et donc je dois changer de client. Je prends la décision de quitter cette mission sans avoir d'autres missions, ce qui n'était pas forcément le plus malin. Mais je me dis qu'en fait, bon, ça passe ou ça casse, qu'en fait, si tu as une boîte avec un seul client et que tu n'es pas capable d'en trouver d'autres, en fait, tu n'as pas vraiment de boîte. Même si je commençais à employer des gens, en fait, bon, globalement, tu faisais du salariat déguisé. Ça s'avère plus difficile que prévu, et c'est le moment où j'ai un premier associé qui me rejoint, qui était un autre dev senior, que je connaissais parce que j'avais travaillé sur des missions avec lui. Il essaie lui aussi de créer une agence, donc du coup ça matchait bien. Le seul truc, mais on détecte aussi, c'est que bon, on a un peu les mêmes profils. Donc pour des associés, c'est pas l'idéal, mais bon, tu te dis bon, en même temps, c'est une agence, donc bon, avoir plusieurs techniques, c'est pas forcément déconnant. Et il m'aide à trouver un nouveau client. On arrive à placer 3-4 personnes chez ce client-là, et on peut redémarrer. Donc voilà, on redémarre après voilà, avoir failli s'arrêter une première fois. Cette nouvelle association nous permet de continuer. Donc on continue de grossir un peu, ça se passe bien, et puis on a une opportunité qui est de devenir intégrateur d'une technologie. C'est-à-dire que finalement on a un éditeur de logiciel qui a un joli logiciel, une techno qui est intéressante, et qui nous dit moi je cherche des devs, j'en ai pas assez. Et donc en fait si vous voulez des contrats sur notre techno, donc évidemment il faut utiliser notre techno à nous, ça nous intéresse. Et là, on voit comment casser un peu le plafond de verre, parce que ce que je disais, c'est que c'est bien de mettre des gens sur ta mission, mais bon, trouver un client qui va accepter d'embaucher 20 gars chez toi, c'est quand même compliqué, quoi. Ne serait-ce que pour le client, ça veut dire qu'il a une dépendance, il a un risque, etc. Et puis, faut le budget, quoi. Et là, avec cette idée de techno, c'est des contrats au forfait. Donc là, en fait, contrat au forfait, on fait pas de la régie, on n'est pas payé à la journée, mais on est payé pour une certaine somme pour faire un logiciel. Et là, je me dis, ok, en fait, ça, c'est hyper intéressant, parce que là, je vois ma plus-value. Si je peux gérer tout le logiciel, la création du logiciel, en fait, j'apporte un vrai savoir-faire au client, etc., sur lequel je peux être plus ou moins bien rémunéré en fonction de ma performance. Ça me plaît, réussir à aligner les attentes des deux côtés. Et on passe full sur cette techno. Vraiment, on investit massivement dessus, de manière très très successful, puisque ça nous permet là, à l'époque, donc on est en 2018 quand on fait le switch, on devait être 4 ou 5 en comptant mon associé, et là on arrive à passer l'étape de passer à la dizaine, quoi. Et si je me souviens bien, en 2019, on fait notre premier million de chiffre d'affaires. Voilà. Donc c'est là où ça commence à devenir sérieux, ça commence à être une boîte qui existe, avec des vrais projets, tout se passe bien. Mais avec la croissance, il y a des nouvelles problématiques. Les nouvelles problématiques, c'est notamment que je peux plus suivre tous les projets, parce que trop de projets, trop de gens, etc. Il faut commencer à embaucher des chefs de projet, il faut commencer à embaucher des profils différents. Et de la perte de maîtrise de moi en tant que personne, puisque je suis plus sur tous les projets, je peux plus tout vérifier. La manière dont je le vis est un peu particulière. Il y a un côté où en fait je suis un peu honnêtement déçu de l'équipe actuelle, parce que je m'aperçois qu'ils ont besoin d'un chef de projet alors qu'en fait moi j'en ai jamais eu besoin. Toujours jamais trop compris à quoi ils servaient sur les projets, si je suis très honnête. C'est d'ailleurs toujours un défaut qui nous a poursuivis sur tout Hexagonal. Et en même temps, je l'accepte, quoi. Je sais que l'industrie fonctionne comme ça, donc faut le faire. J'ai pas trop de problèmes à le faire, parce que en fait ça me permet d'aller attaquer des défis plus intéressants, que je juge plus intéressants à l'époque. C'est-à-dire que faire des projets, j'ai fait ça toute ma vie, je sais faire, j'ai pas vraiment d'inquiétude quand je démarre un projet, que le projet je vais pouvoir le livrer. Par contre, aller chercher des défis plus financiers, plus commerciaux, plus tout ça, là c'est nouveau, c'est excitant, c'est intéressant. Je pense que j'ai beaucoup
péché sur le fait que j'avais peu de connaissances en gestion de projet, parce que du coup, en fait, si tu connais pas un métier, c'est dur de bien recruter pour ce métier-là. C'est dur de mettre en place les process pour ce métier-là. Et donc, je pense qu'on a toujours été un peu en dessous de ce qu'il aurait fallu qu'on soit sur la gestion de projet. Mais plutôt très excité. Et puis c'est hyper grisant. Avoir une équipe, donc à l'époque, on est entre 10 et 15. Alors un truc que j'ai pas dit, c'est qu'on est tous en télétravail. Déjà depuis 2016, on a toujours tous été en télétravail. Ça, je reviens sur le fait de faire la boîte dans laquelle j'aurais voulu être. Moi, j'avais toujours pratiqué le télétravail et j'avais cherché des postes spécifiquement en télétravail. À l'époque, c'était pas facile. C'est pas mal influencé par le fait que Ruby on Rails, c'est la techno de David Hanson, qui est le fondateur de 37 Signal, qui s'appelle Basecamp maintenant. Donc il avait fait les bouquins remote, etc. Donc c'est les premières graines sur le télétravail. Et dans cet écosystème-là, on était vachement abreuvé de ce contenu-là. Rework, c'était mon livre de chevet pendant longtemps, ce genre de choses. Donc voilà, on fait les premiers séminaires. Parce qu'on a un peu plus d'argent, on est un peu plus à l'aise. On fait les premiers séminaires, donc on essaie d'instaurer qu'on fait 2 séminaires par an. Donc là, tu vois toute l'équipe, c'est génial, t'as une ambiance, c'est hyper grisant. Voilà. À cette époque-là, le premier signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est cet associé qui essaye de nous dire que la techno sur laquelle on est passé, ça va pas. Ça va pas, il a des relations très tendues avec le fondateur, il trouve que techniquement ça pêche malgré les premiers résultats hyper encourageants. Et là, il y a une première réaction de ma part que je regrette, qui est un peu de lui dire, écoute, en fait c'est ton problème. On s'est divisé les tâches. Moi, je dois faire le commercial, je dois faire la gestion financière, je dois faire la gestion de la boîte. Qu'est-ce que tu viens m'emmerder sur ta partie, quoi. Et il y avait un côté où il présentait les problèmes et pas les solutions, et ça m'a un peu pris dans le mauvais sens du poil, quoi. Parce qu'encore une fois, j'ai eu l'impression attends, je suis déjà tellement en train de galérer, c'est déjà tellement dur de faire tout ça, que là, en plus, tu me dis que maintenant, il faut qu'on rechange de techno, mais comment je fais? Enfin, moi, j'ai entre 10 et 15 salaires à payer à la fin du mois. Ça se trouve pas sous les arbres, quoi. Donc, je fais comment si maintenant tu me dis qu'il faut qu'on change de techno? Et donc, je pense que je l'ai reçu un peu fraîchement et je le regrette. Et sa réaction a été de dire que dans ce cas-là, il voulait partir. Parce que pour lui, cette techno était vraiment pas possible. Au final, je pense qu'il avait raison. Juste très très tôt, et il a pas réussi à me le faire comprendre, j'ai pas réussi à l'écouter, je sais pas, il y a eu un truc qui s'est passé là. Et le départ, malheureusement, se fait à couteau tiré. On essaye de négocier quelque chose, très vite, il veut des chiffres délirants, en tout cas que je juge délirants, pour ses parts, et au lieu qu'on ait la maturité de se dire, bon, attends, en vrai, on s'aime bien. En vrai, personne n'a envie de tuer la boîte. Allons voir quelqu'un, essayons de trouver une solution. On sort les avocats. Et je pense que c'est la pire erreur à faire. En tout cas, il y a peut-être des avocats qui savent gérer ça, mais je pense que nos avocats ne savaient pas gérer ça. Et en fait, les avocats font des conseils pour qu'on s'enfonce dans une bataille juridique. Et donc, on s'est enfoncé dans une bataille juridique dans laquelle je pense que ni lui ni nous on a gagné. Je sais pas combien lui il a dépensé, mais nous on a dépensé plus de 300 000 euros d'avocats sur des années parce que en fait, tout ça a traîné jusqu'à la fin d'Hexagonal. Donc, c'est très dur à ce moment-là. Il y a un côté où c'était un pote. Il y a un côté où je l'apprécie vraiment, il y a un côté où il avait été vraiment utile, où il m'avait tendu la main, où c'était très compliqué. Et il y a un côté où tu dis, bon, de toute façon, là, je suis pas tout seul, je suis à la tête d'une boîte de, on va dire 12-13 personnes, il compte sur moi. Parce que c'est ça des employés, quoi. C'est qu'en fait, t'as 12-13 personnes qui comptent sur toi pour faire vivre leur famille tous les mois, quoi. Donc, il y a un côté où je me dis, bon, en fait, moi, je suis obligé de rentrer en guerre parce qu'il attaque la survie de l'entreprise.
Parce qu'en fait, si je lui paye ce qu'il me demande, ça veut dire que moi, pendant 10 ans, je touche rien, quoi. Moi, je vais pas travailler pour des fleurs pendant 10 ans, ça n'a pas de sens. Donc, en fait, si moi, j'arrête de travailler aussi, en fait, ça veut dire que ses salaires, ils sont sur le côté. C'était un peu ce que je lui avais dit pendant les négos. Je lui ai dit, mais moi, à ce prix-là, moi, donne-les-moi, je te file mes parts. Tu vois, on arrête. Moi, évidemment que je m'arrête si tu me donnes ce prix-là, quoi. Donc vraiment compliqué, et en même temps t'apprends à avoir ça dans un coin de ta tête, tu délègues de plus en plus aux avocats qui gèrent le truc, mais en prenant un pognon dingue, et tu te dis c'est cost of doing business, on va continuer, quoi. En 2020, il nous arrive un truc qui va faire sourire beaucoup de monde, mais on a une chance de dingue, c'est le Covid. Ça fait bizarre de dire ça. Pour beaucoup de gens, ça a été une tragédie, mais nous, je rappelle, on est une boîte en télétravail. Donc en fait, quand on est confiné, c'est business as usual. Mais par contre, tous nos concurrents sont complètement à la ramasse. En fait, il faut se rappeler que les premiers mois du Covid, les grandes ESN, elles se prennent, qui sont nos concurrents, puisqu'en fait, on était une toute petite ESN de 20 personnes à cette époque-là, mais ça reste nos concurrents parce qu'on a les mêmes clients. Et donc, les clients, qu'est-ce qu'ils voient ? Ils voient des ESN qui sont pris des claques monumentales avec, d'une part, des contrats qui s'arrêtent de manière hyper abrupte. Je sais plus combien il y avait de contrats, mais ils ont perdu, il y avait des milliers de personnes qui étaient en poste, qu'ils avaient plus, donc c'était la panique chez eux. Et en plus, ils sont absolument pas structurés pour bosser en télétravail. Ils n'ont pas les outils tiennent pas la charge, donc t'as bien 6 mois où globalement ils sont très très désorganisés. Et nous, les clients, on voit que c'est business as usual, on délivre toujours bien. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Les clients qui ont des investissements massifs à faire à cette époque-là, parce que les boîtes voient bien, les grosses boîtes, ok, on doit passer tout le monde en télétravail, il nous faut plus d'outils numériques, il faut qu'on accélère la digitalisation, plein de nouveaux projets, et du coup, on prend une belle part. Une belle part, c'est que en un an et demi, on passe de 20 à 50 personnes. Donc c'est la folie. Période hyper grisante, on embauche à tour de bras, on se met à embauche, on a toujours embauché en interne, mais là on met vraiment des beaux process en place pour recruter. On est dans une période où à la fin on commence à recruter sans savoir sur quel projet on va les mettre, etc. Parce que il y a une telle demande que faut suivre, etc. Donc on embauche. Ça devient, moi je me souviens, je dois faire un effort pour apprendre les noms de tout le monde parce que en fait t'as tellement de gens qui arrivent tout le temps que si tu fais pas l'effort, en fait tu sais plus. Se réorganiser en 2-2 parce qu'une boîte de 20, une boîte de 50, c'est pas du tout la même chose. On parlait de mettre des chefs de projet, oui, t'as besoin de chefs de projet à 20, mais à 50, t'as besoin de chefs de projet, voire d'un maillon au-dessus. Et donc hyper grisant, période où on se sent les rois du monde. Vraiment. Les rois du monde. Mais en fait, c'est ce que je réalise après. C'est période aussi justement un peu délirante, dans le sens où on recrute sans vraiment se poser la question de la pérennité, sans vraiment se poser la question de ok, mais en fait, qu'est-ce qu'on va en faire sur le temps ? Est-ce qu'on va réussir à trouver ce volume d'affaires en permanence ? À 20, on n'avait pas de commerciaux. Ça avait du sens. Une boîte de vin, en général, que le patron soit le seul commercial, c'est pas déconnant. À 50, c'est un danger de fou. Et en même temps, je m'aperçois de ça, et j'arrive pas à résoudre l'équation dans ma tête de je grossis tellement vite que je suis à peine capable de gérer, je peux pas grossir plus vite, je me sens pas. Et donc, si je prends des commerciaux, ils vont servir à quoi ? Si je prends un commercial et que dans 6 mois, il me trouve un projet, je suis dans la merde. Et en même temps, s'il me trouve pas de projet, il est nul. Faut pas que je le garde. Donc je me suis dit, je repousse la question d'embaucher des commerciaux parce qu'il faut déjà que je gère ma croissance.
Et ça a été un peu les premiers signes très compliqués. Globalement, on passe 2020-2021, voilà, sur un petit nuage, avec ces tracasseries dans un coin de la tête, mais on les ignore un peu parce que bon, tout le reste va bien. Je me souviens l'épitome de ça, le sommet, c'est je fête mon anniversaire à Guy Savoie avec un associé qui était arrivé aussi entre-temps, enfin même deux associés qui étaient arrivés entre-temps, avec ma femme. Et globalement, le sentiment, c'est bon, 2022, on va pouvoir ralentir un peu, nous, à titre perso, on va pouvoir mettre les couches de management, trouver un CEO, un directeur des opérations qui va gérer la boîte, et puis on se rêve à monter des startup studios, à monter des trucs comme ça, en se disant on a craqué le modèle, on a une boîte où on est super sympa avec les employés, ils sont en télétravail, on a des séminaires, on a des gros avantages, donc les salariés ils sont bien, les clients on arrive à bien délivrer, tout va bien, craquer le modèle, on est les meilleurs, génial. Et là arrive 2022. Donc ça c'était décembre 2021 et février 2022, la première crise sociale dans la boîte. Crise sociale dans la boîte parce qu'on a grossi très très fort, qu'en fait ça a créé un peu de jalousie, un peu de situation d'être déplacé, enfin, d'être au mauvais endroit. Parce qu'en fait, quand une boîte grossit, c'est un peu comme la courbe d'adoption des produits. Courbe d'adoption des produits, c'est quoi? C'est que tu as les très early adopteurs qui sont des innovateurs, qui prennent ton produit, etc. Et puis ensuite, si la sauce prend, tu as des gens qui sont un peu moins innovateurs, etc. jusqu'à arriver à la masse qui le prend. Mais en fait, ce qu'on dit pas dans cette courbe d'adoption des produits et qui est un peu implicite, c'est que c'est pas les mêmes utilisateurs. Les gens qui sont les premiers utilisateurs de ton produit ne seront plus les gens qui l'utilisent quand la masse l'adopte. Et en fait, malheureusement, dans une boîte, c'est la même chose. Tes premiers employés, c'est tes employés quand tu as moins de 5 personnes, c'est pas les mêmes profils qu'il te faut quand on a 50. Et en même temps, c'est un dilemme de l'entrepreneur qui est hyper douloureux. Parce qu'en fait, c'est les gens avec qui tu es allé à la guerre, sur qui tu as su compter, sur qui tu as affronté tous les combats ensemble, qui connaissent les blessures, qui connaissent le truc. Et en même temps, eux se sentent plus à leur place parce qu'ils ont de fait beaucoup moins d'importance quand tu es 50 que quand ils sont 5. Donc c'est plus les mêmes profils qu'il te faut. Et en même temps, c'est très dur d'avoir la maturité des deux côtés, de se dire, en fait, merci, merci pour tous les efforts, merci d'avoir contribué à la croissance de la boîte, mais maintenant, s'il te plaît, casse-toi. Et pourtant, ça a vraiment été ça a vraiment été notamment le premier employé de la boîte, qui exprimait beaucoup d'insatisfaction sur des trucs que je comprenais pas vraiment à l'époque, parce que j'avais pas conscience de tout ça. Mais qui en gros, il était passé de développeur à chef de projet, il y avait des chefs de projet qui avaient été recrutés plus cher que ce qu'il était payé parce qu'ils avaient plus d'expérience, mais il voulait pas l'entendre. Et il me disait, même travail, même salaire, donc je m'en fous, et c'est vrai que tu avais une différence importante qui était de l'ordre des 10-15K annuels, mais chef de projet débutant et chef de projet avec 10-15 ans d'expérience, quoi. Et en même temps, beaucoup de frustration de mon côté. Alors déjà, sentiment qu'il y a de l'ingratitude, parce que c'est quand même quelqu'un que j'ai fait monter, qui s'est bien développé, un profil sur lequel j'ai fait confiance, qui est un profil en reconversion, pas du tout dans un milieu informatique, donc j'ai quand même l'impression que tout le monde lui aurait pas fait confiance comme ça, et que je lui ai donné vraiment des belles chances et des belles opportunités, et que il n'a pas vraiment à se plaindre. Donc sentiment un peu d'ingratitude de mon côté, et puis en plus il y avait un côté de si t'es pas content, sois adulte, quoi, tu vois,
qu'est-ce que tu fais encore là? Et en même temps, lui, il se met dans une position où non, je reste. Et j'en fais le moins possible, en gros. Et ça perpétuait forcément une mauvaise ambiance dans la boîte. Et c'est compliqué parce que le premier employé, il a aussi du poids. Enfin, c'est aussi quelqu'un qui a un poids social dans la boîte, etc. Donc, il y avait un peu une guerre comme ça en interne qui était pas terrible. En plus, certains qui reprennent un peu les arguments, etc. Moi, j'ai l'impression que voilà, tout le monde est en train de se monter la tête. Et c'est là aussi que la boîte en télétravail est compliquée. Parce qu'en fait, tu vois pas tous ceux qui sont satisfaits. En fait, tu entends parler ceux qui sont les plus... les plus brillants, on la voit là, qui portent le plus, etc. Tu vois pas, en fait, là c'est la majorité silencieuse qui en fait te soutient, qui se dit que c'est n'importe quoi, et voilà. Et donc en fait, ça m'a vraiment un peu retourné la tête. Et je pense qu'à l'époque, j'ai une petite dépression qui dit pas son nom. Parce que ça me touche. Parce que je pense que ça fait partie des trucs quand t'as une boîte qui grossit aussi vite, t'as pas le temps de faire les étapes dans ta tête, parce qu'en fait, on a parlé du côté employé, mais en fait, un patron, il doit pas percevoir ses employés de la même manière non plus. Tu peux pas, en vrai. Et moi, je continuais tous les traiter un peu. Alors je sais que c'est un terme hyper galvaudé, mais pour moi, c'était un peu ma seconde famille, quoi. C'était un peu des gens. Moi, j'étais prêt à aller à la vie, à la mort avec eux. Hexagonal, pour moi, c'était un tout. J'étais prêt à me sacrifier pour ça. J'ai le logo d'Hexagonal tatoué sur l'avant-bras. Et que de l'intérieur, on vienne me dire finalement, t'es un mauvais patron. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le percevais. Et c'était, t'es un mauvais patron, et en fait, pour moi, par prolongement, t'es une mauvaise personne. Et le fait que j'arrive pas à le raisonner sur le fait que non, mais mes arguments étaient logiques, en fait, ça résonnait vraiment de, en fait, t'es une mauvaise personne. Venant de quelqu'un que j'apprécie beaucoup, enfin, je connaissais sa femme, je connaissais ses enfants, il connaissait mes enfants. Au début, on s'invitait à la maison, l'un et l'autre. C'était dur. C'était dur. En plus de tout ça, vient les premiers moments où, en fait, t'as beaucoup grossi. Donc, en fait, la qualité baisse au moins temporairement. Donc, 6 mois après, t'as les premières tensions avec les clients, notamment sur des très gros projets. Sur un des projets les plus gros qu'on avait signé, pas le plus gros, mais le deuxième plus gros qu'on avait signé, et où ça part en vrai pugilat. C'est l'époque où, alors qu'on est une boîte en télétravail, ils arrivent, ils le savent ils le savaient qu'on a signé le contrat. Ils arrivent et commencent à me dire c'est inadmissible qu'on n'ait pas quelqu'un dans les bureaux, vous faites comme vous voulez, je veux quelqu'un dans les bureaux tous les jours, etc. Je me retrouve à y aller, moi, parce que je trouve personne d'autre, parce que je me sens pas de mettre ce poids-là sur quelqu'un d'autre. Et en fait, je vais tous les jours, et en fait, il y a personne qui me parle. Parce qu'en fait, il n'y a rien à dire, tu vois. Mais c'était pression des N+2 sur le projet. En fait, les gens savaient que c'était pas moi qui bossais sur le projet, que j'étais déjà plus vraiment dans l'opérationnel, donc ça n'avait aucun sens. Et le summum, c'est j'arrive un vendredi, le plateau est vide. Vide. Pas une personne. J'arrive, je fais plusieurs étages, il n'y a pas une personne. Et là, j'envoie des photos au N+2 et il me dit ah oui, mais on t'a pas dit, on travaille pas aujourd'hui. Alors que j'étais là la veille, tu vois. Et donc là, t'as vraiment un truc où tu te dis attends, qu'est-ce que je fous, quoi. Mes clients me traitent comme de la merde. En interne, j'ai l'impression qu'ils sont tous furax contre moi. Moi, j'ai créé une boîte pour que les gens soient bien. J'ai créé la boîte dans laquelle je voulais être employé. J'ai l'impression de tous les bien le traiter. C'est tous des enfants pour y gâter. Les clients, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que je fous là, quoi? Qu'est-ce que je fous là?
Donc ouais, dépression, ça va pas du tout. Enfin, déjà, je réalise que ça va pas. Donc ça m'a déjà pris quelques mois. Je réalise aussi, quand ça va pas, que j'essaie de faire le bilan, de prendre du recul, que on est 50, qu'on n'a pas de commerciaux, qu'on est en 2022, et que, enfin mi-2022 à cette époque-là. Et je m'aperçois que ça fait genre 6 mois que j'ai pas signé de nouveau contrat. Et là je me dis, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas, c'est que les gens 2021, enfin 2020-2021, les clients avaient plein de nouveaux projets à lancer, mais que là la fête est un peu finie, on sent bien que le Covid ça va s'arrêter, et en fait les clients ils vont pas relancer de nouveaux projets. Parce que les budgets informatiques ont été multipliés par 3 ou 4 au début du Covid, mais ça va pas. Maintenant, il n'y a plus besoin. Donc, ça va redevenir un niveau normal. Et donc, là, je fais OK, mais je vais les trouver où les clients pour occuper là mes 50 bonhommes. Et donc, on se dit, on va recruter un directeur commercial. Pourquoi un directeur commercial? Parce qu'on se dit qu'on est 50 et que, 50, on fait plus tout nous-mêmes. Voilà. On se dit aussi qu'on va le faire moins bien que si on prend quelqu'un qui a de l'expérience, parce que oui, j'ai vendu tous ces projets-là, mais je suis pas allé chercher des clients, parce que c'est vraiment une compétence différente. Donc on embauche, sur le papier on embauche un gars qui a déjà bossé dans le secteur, sur des petites agences, qui nous dit qu'il a de l'expérience à monter une équipe, etc. Tu dis ok, profil parfait, etc. On pêche par arrogance parce qu'on a recruté tout le monde en interne en le faisant de nous-mêmes. On n'est jamais passé par un cabinet, quasiment un ou deux recrutements où on avait besoin d'aller très vite, mais sinon on recrute tout, on fait que les recrutements en interne. Avec un peu cette image un peu orgueilleuse de bon, le cabinet il sert pas à grand chose, sans analyser que bah oui en fait on est dev, on est des techs et donc on sait recruter des devs. Et on sait reconnaître les signaux qu'il faut, mais qu'en fait, le commercial, on n'a aucune idée de c'est quoi les signaux chez un bon commercial. Aucune. Comment on évalue ses compétences? Aucune idée. Et donc, on n'a pas ce recul-là pour se dire, bon, là, en fait, ça vaudrait le coup quand même de prendre un cabinet. Je le recrute en juin. On s'était fixé comme objectif qu'il y ait les premiers contrats qui arrivent en octobre, novembre au plus tard. Et alors, pendant toute cette période-là, j'essaye de le suivre à la culotte. Il me fait un reporting tous les jours, une fois par semaine. Il vient chez moi, il monte dans ma salle à manger, prendre le café avec moi pour me raconter sa semaine, qu'on fasse le point sur les prospects, etc. J'ai des jolis tableaux de reporting partout. Il y a des dizaines, puis des centaines de milliers d'euros dans le pipeline qui se constituent. Mais rien qui tombe. Qu'on est en septembre, on est en octobre. En octobre, je commence à dire bon, va falloir qu'il y ait quelque chose qui tombe. La trésorerie se tend beaucoup parce que les premiers projets commencent à s'arrêter. Quand j'étais en avril-mai, que je m'aperçois de tout ça, je me dis j'ai un an devant moi, etc. On lance le recrutement, on est en juin, les choses commencent à se tendre. Quand les choses se tendent, dans une boîte de 50 personnes, ça prend longtemps. C'est un gros paquebot. Et en fait, tu as plein de leviers sur lesquels tu peux un peu jouer. Tu peux jouer sur pas payer tout à fait à temps ta TVA. Ça te fait gagner en fonds de roulement. Tu peux jouer en pas payant tout à fait à temps ton URSSAF patronal. Ça te fait gagner du BFR. Une fois que tu as des dettes là-dessus et que tu n'as pas payé pendant 1 mois, 2 mois, tu reçois les premières lettres et puis tu peux commencer à dire oui, mais vous inquiétez pas, excusez-moi, est-ce qu'on peut faire un échéancier? Ça te fera fait gagner 1 ou 2 mois, le temps que tu le casses. Après, tu as encore des trucs où tu peux aller à des comités, avoir un échéancier plus officiel qui regroupe l'ensemble de tes dettes, etc. Bref. Et donc, on commence à jouer sur tout ça. Ces changements en 1 an où on arrive, on passe de tout est beau, on recrute à donf et globalement tout se passe bien, à c'est très très serré financièrement et on a du mal et on doit jouer. Ça n'a pas été un si gros changement pour moi parce qu'en fait pendant la croissance, on n'a pas eu tant d'argent sur le compte.
parce que la croissance, ça coûte cher. Tu recrutes des gens, tu les payes avant qu'ils soient sur les projets. Souvent, il faut que tu les formes un peu. Donc, il faut quand même que tu les prennes un peu avant d'être sur le projet. Dans une ESN, suivre le cash flow. En tout cas, dans une ESN où c'est pas de la régie, mais tu fais du forfait. C'est très difficile de suivre le cash flow parce qu'en fait, tu as des coûts fixes que tu payes tous les mois, mais des sommes qui arrivent en fonction des jalons tous les quelques mois. Donc en fait, tu sais jamais trop ce qui est sorti, est-ce que tu es en rouge, est-ce que tu es en positif. En tout cas, tu devrais le savoir. Et j'encourage les gens à pas faire la même erreur. Mais nous, ça a été compliqué. Nous, ça a été très compliqué. Et en fait, en vérité, on n'a jamais réussi à avoir une gestion financière qui était carrée. Donc, en vrai, moi, j'ai passé au moins 5 ans à tous les mois, à la fin du mois, le 20, aller regarder tous mes clients et me dire, ok, j'ai zéro sur le compte, comment je fais pour payer mes gens? Et aller à la chasse aux factures, etc. J'étais devenu très bon pour ça. Mais c'était un stress à partir du 20 du mois, gros stress, parce qu'à la fin, je devais aller récupérer 300 000 euros. T'arrives, t'es à entre 10 et 30 000 euros sur le compte. Et tu sais que le 30 du mois, il faut que tu aies trouvé 300 000 euros quand même. Donc tout ça a été permis parce qu'on avait mis en place de la facturage, ce genre de choses. Donc on dépendait moins des paiements des clients, on dépendait plus de l'émission de la facture, de signer les PV, ce genre de choses. Donc très très efficace là-dessus. Mais tu avais toujours une ou deux emmerdes il y a cette facture qui est en retard, donc tu as ton facteur qui t'agace un peu parce que bon là elle est très en retard et que du coup il veut te prendre plus de fonds de garantie, ce genre de choses. Enfin bref, des trucs un peu techniques mais qui faisaient qu'il y avait pas mal de choses. Mais en fait finalement toute cette partie-là, ça a resté le même quotidien pour moi. C'est-à-dire que de toute façon, les finances, pour moi, c'était un truc que tu jonglais avec. Et bon an, mal an, t'y arrivais. Mais ouais, fin 2022, tu commences à dire, ok, en fait, là, je joue sur des trucs où j'ai pas l'habitude de jouer quand même. C'était quand même plus. Et tu sens bien que là, c'était compliqué. Et je me souviens que j'avais un pote entrepreneur qui m'avait dit, fais attention, il faut que tu sois très sûr de toi. C'est est-ce que tu as des problèmes qui sont structurels ou situationnels? Et en fait, c'est vraiment extrêmement dur de se dire qu'on a des problèmes structurels quand on est dedans. On a toujours l'impression que non mais c'est bon en fait, ça va pas si mal que ça, si je fais mes comptes machin, en fait il y a beaucoup d'argent qui sont dus et du coup en fait c'est juste des retards, des machins, des trucs, en fait globalement on fait quand même du cash. La vérité c'est qu'on faisait pas du cash. La vérité c'est qu'on avait un chiffre d'affaires qui était pas assez important pour 50 personnes, qu'on n'avait pas une vraie stratégie commerciale pour y aller, et que du coup, dès que la stratégie commerciale nouvelle qu'on a mis en place trop tard n'a pas donné des fruits tout de suite, en fait, c'était la merde. En octobre, novembre 2022, c'est une période hyper ambivalente. Il y a un côté où il y a beaucoup d'espoir. Parce qu'il y a un pipe important qui est censé arriver. De l'autre, t'as l'impression d'être la grenouille dans la casserole qui est en train de commencer à bouillir. Et alors pour le coup, tu t'en rends compte. Tu vois, pour le coup, tu dis ça fait mal. Faut vraiment que ça arrive vite. En novembre, toujours rien qui arrive. Je commence à mettre la pression sur le directeur commercial, Didier. Il me dit ah là j'ai un contrat de 100 000 euros, faut vite que tu me donnes les papiers pour qu'on puisse répondre à cet appel d'offres. Les papiers URSSAF, les machins, les trucs pour dire qu'on est tout à jour pour qu'on fasse partie de l'appel d'offres. Et là je peux pas lui donner les papiers. Parce qu'en fait, on était en train de négocier tout ça et qu'on avait joué là-dessus et que du coup on n'était pas à jour. Et donc je lui ai dit, je peux pas donner les papiers, laisse-moi 15 jours pour que je puisse les avoir, que je trouve un accord avec l'URSSAF, machin, et que je puisse donner le papier. Et 15 jours après, je lui donne et il me dit, je suis désolé, c'est trop tard, sur l'appel d'offres, il est clos, mais c'est pas grave, ce sera pour la prochaine fois. Et donc en fait, il y a ce petit... ce petit truc là où tu te dis en fait ça a retourné la situation d'une situation où je lui mettais la pression, j'ai l'impression que c'est moi qui suis coupable.
Et puis bah on est mi-décembre, t'as les fêtes qui arrivent, etc. Donc tu perds un mois finalement. Et puis début janvier, je commence à remettre la pression. Je dis non mais là, très très dur, il faut qu'on signe des choses, sinon ça va être la cata, etc. Il commence à me parler d'un contrat qui est juste délirant. Il me parle d'un truc où on serait sous-traitant, où on ferait un logiciel pour les hôpitaux, mais on serait payé pas pour faire le logiciel, on serait payé comme en SaaS finalement, avec un abonnement par patient. Et puis il me parle de 9 hôpitaux. Puis là je lui dis mais attends, mais un hôpital c'est gros quand même. Enfin, ça, je connais pas le milieu hospitalier, mais je me dis, il y a forcément plusieurs milliers de patients. Il fait, ouais, il me donne les chiffres, je m'en souviens pas, mais j'arrive et puis je fais un calcul en coin de table. Et il me dit, t'es en train de me parler là, qu'on trouverait un contrat où on va gagner 1 million d'euros par mois. Et il me dit ça comme s'il me parlait d'un contrat à 50 000 euros, quoi. Et là, il y a un truc dans ma tête qui fait, c'est pas possible. C'est pas possible parce qu'en fait, ce qu'il me dit juste marche pas. C'est pas le monde réel. Et là, grosse inquiétude, parce que je vois pas dans ses yeux je vois pas de différence dans ses yeux entre les autres contrats dont il m'a parlé et celui-là. Et en fait, comme celui-là, j'y crois plus, ça veut dire que je crois plus au reste. J'essaye. Là, je regarde son emploi du temps. Je vois qu'il a un rendez-vous un peu loin de Paris, mais je me dis, je m'en fous. Je lui ai dit, on était mercredi soir, son compte un rendez-vous jeudi matin. Je lui ai dit, écoute, donne-moi l'adresse, je viens. Et là, je lui dis pas, je voudrais venir, etc. Je lui dis, je viens. Et puis là, soudainement, non, mais j'ai annulé le rendez-vous, parce qu'en fait, c'est pour Q4, donc en fait, c'est beaucoup trop loin pour nous. On cherche un truc immédiat, etc. Je suis OK. Donc j'essaye d'avoir une preuve, il n'y a rien. Soudainement le rendez-vous est annulé. Et puis là, je décide de contacter son ancien patron sur LinkedIn. Je l'avais pas fait au recrutement parce que à l'époque, il m'avait dit que la boîte allait mal et que le patron prenait très mal son départ. Donc bon, dans ces conditions-là, ça sert à quoi de l'appeler, quoi. Et là, sur LinkedIn, je lui envoie un message, je lui fais oui, bonjour, machin, j'aimerais parler de Didier. 10 minutes après, il me dit, pas de souci, on s'appelle dans 10 minutes. Donc là, je me dis, oulala, ça va très très vite, un peu surpris. J'appelle le gars, et c'était une séance de thérapie pour lui, quoi. Je crois qu'on est resté 1h, 1h30 au téléphone. Avec moi qui peux quasiment pas en placer une, c'est quasiment un monologue d'1h30. Le gars est hyper énervé, me dit qu'il a failli tuer sa boîte, que c'est un escroc, une vraie anguille, où à chaque fois qu'il essayait de contrôler ce qu'il faisait, il trouvait toujours une bonne excuse pour dire que il remplissait pas les trucs, machin, etc. Et ce qui me glace le sang, c'est que il me raconte tous les projets dont Didier me parlait. C'était les mêmes boîtes, c'était les mêmes projets, c'était les mêmes noms d'interlocuteurs, c'était les mêmes architectures de deals compliquées. Alors que j'avais rien dit. Donc là, en fait, t'as plus aucun doute, quoi. Tu sais que, en fait, tout ça, en fait, t'as une personne qui est en train de te raconter les mêmes bobards d'une boîte à l'autre et qui juste fait durer le temps, quoi. Et donc tu raccroches, abasourdi, complètement sonné, parce que là tu te dis ok, j'ai recruté un gars, ça fait de juin à janvier qu'il m'a menti tous les jours, qu'il a menti à l'équipe toutes les semaines, parce que toutes les semaines il présentait son rapport d'activité à l'équipe, et en même temps c'est moi qui l'ai recruté, c'est ma responsabilité. J'ai 50 gars. À cette époque-là, je devais déjà avoir, j'en étais pas complètement conscient, mais plusieurs centaines de milliers d'euros de dettes vis-à-vis de l'État. Des projets qui s'arrêtent ce mois-ci et le mois prochain. Tu fais quoi ? Et donc,
bah tu dois gérer plein de trucs. Tu dois gérer déjà la sortie du gars, parce que faut quand même le sortir. Donc ça s'est passé, on l'a convoqué un lundi matin, moi et puis les 2 associés qui m'avaient rejoint à l'époque. Le gars a jamais rien admis. Il a admis qu'il avait échoué. Il a admis là tout d'un coup quand je lui dis ok mais ils sont où les contrats ce mois-ci machin, là tout d'un coup c'était non mais je t'ai jamais promis des contrats ce mois-ci. Quand je lui dis écoute en fait honnêtement je pense que tu m'as menti sur tout. Est-ce que tu as la moindre preuve? Est-ce que tu as le moindre email? Est-ce que tu as le moindre SMS? Est-ce que ah non moi je travaille que par téléphone. Ok bah est-ce que tu peux appeler une personne qui soit capable de me dire que tu me mets sur haut-parleur et que tu parles des conversations que vous avez eues, un truc tu vois pour me prouver que voilà. Il dit ouais, pas de souci, puis là il appelle plein de gens, il y a personne qui répond. Et donc bah ça se finit sur il admet qu'il a échoué, il me propose de démissionner. Je lui dis bah vas-y signe là devant moi. Et puis il a signé, je l'ai jamais revu. Le seul truc qui m'a fait du bien, c'est que mes 2 associés étaient là et ont vu à quel point c'était fou cette capacité à toujours avoir réponse, toujours paraître sincère, toujours. C'était fou, j'ai jamais vu ça. Et puis donc ça me rassure un peu parce que ils sont choqués. Tu te dis pas que des mecs comme ça que ça existe, tu vois. Tu te dis pas qu'un mec est capable de te mentir pendant des mois. Enfin, je veux dire, il montait chez moi, quoi. C'était pas des bureaux. Il prenait le café, il me regardait dans les yeux. Il a menti à 50 personnes. Il connaissait les conséquences de ses mensonges. Il voyait bien qu'il y avait la 50 personnes qui l'amenaient au chômage, quoi. Je sais pas, c'est lunaire, quoi. Mais ça existe. Ça existe. Je pense que c'était une personne qui était dépassée. Le truc terrifiant, c'est que quand t'en parles autour de toi, tu t'aperçois que ça arrive à beaucoup de monde. En fait, le directeur commercial qui t'escroque, c'est malheureusement un classique. Ça existe beaucoup parce que c'est un métier dans lequel les résultats, c'est normal qu'ils attendent avant d'arriver. Et en fait, si tu mens un peu, tu peux les faire attendre longtemps et t'as aucun recours. Qu'est-ce que je vais aller poursuivre un employé parce qu'il n'a pas atteint ses résultats? Ça marche pas. Et puis en plus, de toute façon, même si je pouvais le poursuivre, un, j'ai plus la thune, mais deux, qu'est-ce que je vais obtenir comme réparation? Enfin, il n'y a rien qui peut réparer le fait qu'il m'a pas trouvé les centaines de milliers d'euros de pipeline, il les a pas, lui. Un employé, quelqu'un de lambda, un mec normal, donc t'as rien à faire. Et c'est terrible de se dire que probablement, là ça fait 2 ans, bientôt 3, et en fait probablement qu'ils continuent de faire la même chose d'une entreprise à l'autre, mais qu'ils continuent de faire du mal, quoi. Ça c'est un côté, quand j'y pense, ça me serre le cœur, parce que je sais pas ce que je peux faire vis-à-vis de ça. Je peux pas. C'est des gars qui sont des dangers ambulants, qui font de la casse sociale partout où ils vont, et en fait tu peux pas les arrêter, quoi. Et puis après, t'as la bataille qui s'annonce. Tu fais ok, qu'est-ce que je fais? Donc tout de suite, tu te dis bon faut que je reprenne le commercial. Qu'est-ce que je fais? J'ai jamais essayé d'aller démarcher un client. Qui je démarche? C'est quoi ma cible? Comment? C'est quoi mon message? Tout ça, faut que tu essayes de le faire pour hier. On essaye de prendre un coach commercial quand même pour se dire, moi et l'associé principal que j'ai, on se lance dedans, on se dit bon on va tout donner, on va essayer de sauver la boîte. Bon, tu te lances, mais de manière réaliste, même ton coach il te dit je dis pas que c'est impossible, mais ça va être galère. Et donc on essaye tout, on essaye de plein de messages différents, on essaye plein de cibles différentes, on essaye pendant un mois, on se dit bon, les problèmes là sont trop gros, on va pas y arriver tout seul, on va pas y arriver juste, on est arrivé au bout de ce qu'on pouvait faire. Je discute avec d'autres entrepreneurs, on me parle du redressement judiciaire, ça gèle tes dettes, tu peux faire un plan social, c'est une des seules manières en France de faire un plan social si t'as pas l'argent pour le faire.
Parce que normalement, il faut que tu te donnes l'argent pour virer les gens. Quand tu as déjà des dettes, tu peux plus. Donc on fait un plan social, on redescend à 20 personnes. Donc on vire un peu plus de la moitié de la boîte à l'époque. On se dit, bon, bah, ça nous laisse un peu de temps pour continuer. Parce que, en fait, bah, t'as des dettes vis-à-vis de l'État, mais ils sont gelés. Tu descends tes salariés, et donc, en fait, l'argent, les futures factures que tes clients te doivent te permettent d'assurer, du coup, un cash flow plus longtemps. Et donc, on fait ça. On gagne quelques mois. On donne tout, mais globalement, on est passé en RJ en mars 2023. Il faut l'annoncer à tes clients parce que c'est public et que c'est des grands comptes, donc ils te surveillent. Le meilleur client qu'on avait à l'époque, chez qui on avait un projet depuis plusieurs années, timing de merde, parce qu'en fait les interlocuteurs ont changé 5-6 mois avant. Donc si tu as des nouveaux interlocuteurs avec lesquels tu n'as pas la même relation, à qui il faut que tu ailles dire, bon, bah, je suis en RJ, je vous préviens, le plan c'est de relancer, etc. On va continuer le projet, vous inquiétez pas, etc. Leur première réaction, c'est, ah, bah, merci de l'honnêteté, machin. Et puis un mois après, ils te reconvoquent et ils disent, bon, bah, je suis désolé, mais en fait, on va faire un appel d'offres. Tu m'as dit que tu avais 6 mois de garantie, donc en fait, tu vas faire la passation dans ces 6 mois. Donc c'est aussi forcément beaucoup moins d'argent. Donc en fait, ta source principale de revenus sur laquelle tu comptais pour rebondir se tarit, il faut que tu trouves encore plus de projets. On arrive à signer quelques petits projets, mais des trucs à 10-20 000 balles. Là où il nous faudrait des projets à 50, 60, 70, voire 100. Et donc en juin 2023, on est obligé de prendre la décision d'arrêter. On a le cash flow pour tenir jusqu'en septembre, donc on va voir l'administratrice, on lui dit bon, voilà, on va fermer début septembre, on peut booker les dates, etc. On a le cash flow pour tenir cet été, ça va permettre aux gens de terminer les projets, pas laisser les clients dans la merde et préparer une sortie propre, mais on arrête tout en septembre. En juin 2021, il y a un événement très marquant malgré l'euphorie de cette année-là. Je me souviens, on était en train de préparer le prochain séminaire de l'équipe en Martinique. Et un soir, on est en train de prendre des coups de rhum avec mon associé et on se dit ah putain, on a quand même de la chance d'avoir Nicolas qui était de fait notre directeur technique, qui était un gars en or. Il nous avait rejoint quand on était une vingtaine en partant d'une grosse ESN pour venir chez nous, en nous faisant confiance, en me faisant confiance, en me disant je viens parce que a priori t'arrives à bien gérer la barque. Une des rares personnes plus fortes techniquement que moi que j'ai rencontrées. Et donc j'arrivais à lui faire une confiance aveugle sur lui déléguer les projets et lui déléguer les problèmes parce que je savais que bon, s'il y arrive pas, c'est que c'était pas possible, quoi. Et on se dit vraiment avec mon associé, putain, lui s'il part, on est dans la merde, faut vraiment pas qu'il parte, faut qu'on le soigne, faut qu'on vraiment on arrive, peut-être même qu'un jour on va lui proposer des parts, etc. On se couche tard après avoir bien bu. Et le lundi, donc ça c'est un dimanche soir, et le lundi, donc c'était, il y a un gros décalage. Moi je me levais tôt, je me levais je sais plus à 7-8 heures pour qu'il soit midi, mais bon j'allais pas me lever à 3 heures du mat, quoi. Et j'ai mon téléphone qui sonne à partir de 4 heures du mat. Et ça sonne, et ça sonne, et ça sonne. Et là tu te dis bon bah je vais décrocher. Et là, j'ai une personne de mon équipe qui me dit écoute, je suis désolé, je sais qu'il est très tôt, mais je pense que ça pouvait pas attendre. Est-ce que t'es bien assis, est-ce que t'es bien accroché? Nicolas est mort. Nicolas est mort. Le mec, il avait 50 ans. Tu penses pas à ça?
Tu penses pas que tes hommes clés, ils peuvent mourir. Tu penses pas qu'à 50 ans, on peut mourir. Puis là, t'as plein de pensées qui se bousculent. T'as le fait que tu perds un ami, en tout cas une personne que tu respectes éminemment. T'es obligé de penser à tout ce que ça produit niveau boulot. C'est qui va le remplacer. Un impact sur l'équipe, parce que tout le monde savait que c'était une personne clé, donc il faut réussir à rassurer l'équipe. Tu penses à sa famille, il avait 3 enfants. Tu penses à toi. Et t'as tout ça qui se bouscule dans la tête, et puis comme d'habitude, quand t'es à la tête du navire, en fait t'es obligé de prendre la priorité, faut tenir la barre, faut prendre les actions, faut prévenir les clients, les rassurer, prévenir l'équipe, les rassurer, prendre les actions d'urgence qu'il faut, prendre les actions moyen terme qu'il faut. On a recruté 3 mecs pour le remplacer, tellement il était partout, quoi. Et ça n'a pas suffi. T'as évidemment des grosses questions de crise cardiaque. Crise cardiaque, ça veut dire stress. Est-ce que j'ai un truc que j'ai loupé? Est-ce que je suis responsable de la mort de quelqu'un? J'espère pas. J'espère que je lui avais encore demandé 15 jours avant si tout allait bien et que je savais qu'il y avait beaucoup de boulot, mais de me dire si c'était trop, etc. Elle me disait que ça allait, j'espère que c'était vrai. T'apprends après qu'il y avait des conditions génétiques dans la famille, qu'il n'avait pas fait attention, des signes avant-coureurs, de douleurs dans la poitrine, qu'il avait ignoré, ce genre de choses. Tu dois gérer des problèmes perso parce qu'il était en train de se mettre en couple avec une autre salariée qui avait déménagé 3 jours, qui avait quitté son appart pour emménager la semaine d'après chez lui. Tu te retrouves à devoir gérer tout ça. Les parents qui te demandent de dire un mot à l'enterrement. Qu'est-ce que tu dis, comment tu fais pour essayer de représenter cette part qu'on connaît souvent peu, une personne qui est son boulot, particulièrement à ses enfants, comment leur faire comprendre à quel point il était important pour nous, à quel point c'était un mec génial, un vrai génie, essayer de trouver les mots justes, gérer tout ça, et clairement ça fait partie des signes qui ont fait que après on a eu énormément de problèmes sur la partie technique, sur le delivery, sur la relation avec l'intégrateur, où il était aussi une vraie pièce hyper importante sur la relation avec l'intégrateur qui lui faisait 100% confiance, et où là il y a eu beaucoup plus de défiance qui ont été créées par la suite, quoi. Septembre 2023, la liquidation est prononcée. À ce moment-là, c'est beaucoup d'émotions. C'est 7 ans de ta vie qui s'arrêtent, alors que tu pensais que c'était fini. Tu pensais que la boîte, quand t'as 50 personnes, tu dis que c'est fini, t'es dans le 0,1% des boîtes les plus grosses, tu dis que ça va exister toute ta vie, tu réfléchis à la transmission de la boîte à tes enfants, tu vois, t'as des plans comme ça. Et là, non, tout s'est écroulé, il n'y a plus rien. Alors c'est à la fois beaucoup de soulagement, parce que c'était beaucoup de douleur sur les 2 dernières années. Un poids énorme à tirer, et complètement désaligné finalement de ce que j'étais, de ce que je suis. Et en même temps, encore une fois, quand t'es entrepreneur, t'as jamais le loisir d'avoir du temps pour toi. Tu peux pas prendre le temps du deuil. T'as perdu ton identité sociale. Tu passes d'un truc dont on parle peu et qui est souvent, je pense, compliqué à identifier, mais que en fait, l'identité sociale, c'est hyper important. T'étais le mec avec la boîte de 50 personnes, t'étais le mec successful qui employait beaucoup de gens, qui était important, qui pèse, entre guillemets,
tu vas n'importe où et dans le regard des gens, quand tu annonces que tu as une boîte qui fait 50 personnes, c'est pas la même chose que quand tu dis autre chose, quoi. Donc tu perds tout ça, qui est évidemment, je suis un être humain, la reconnaissance et le respect dans le regard des gens, ça compte. Je dis pas que c'est ce qui compte le plus dans la vie, mais ça compte. Et encore une fois, t'as pas de chômage, t'as rien. Ça fait 2 ans que la boîte est drainée, donc évidemment, en fait, toi, t'as baissé ton salaire le plus possible, t'as plus aucune réserve, voire en fait, t'as des dettes, quoi. T'as emprunté un peu d'argent à gauche à droite, t'as pas payé tout ce qu'il fallait sur ta holding, voilà. Donc des dettes. Donc faut repartir, t'as pas le choix. Tu dois remonter en selle, tu dois repartir. Je m'associe très vite avec quelqu'un pour faire un nouveau projet, essayer de faire du SaaS. Alors le seul truc que je savais, c'était que je voulais plus faire de service. Donc on essaye de monter un SaaS. On s'associe beaucoup trop vite. J'ai absolument rien contre lui, mais je pense qu'on est juste pas fait pour bosser ensemble. Des manières de bosser trop différentes, des visions trop différentes, le projet qui marche pas aussi vite, aussi fort que ce qu'on voulait, donc 1 an après je le quitte. J'ai fait un peu de freelance, on me repropose une association, je me fais vraiment avoir pour le coup, un peu des escrocs à Londres qui étaient dans le fake it until you make it, qui me laissent une grosse ardoise d'impayé. Et donc là, on est en novembre 2024. Sentiment très bizarre parce que je suis à la fois au fond du trou. Parce que, alors là, pour le coup, j'ai jamais eu autant de dettes, entre guillemets. C'est vraiment très très compliqué. Je suis pas sûr de comment je vais pouvoir garder mon appart, faire vivre la famille. Là, vraiment, j'ai tiré sur tout ce que je pouvais tirer, et cet impayé, c'était pas prévu, quoi. Cet impayé, c'était le truc qui était censé me refaire sortir la tête de l'eau. On parle quand même d'un truc proche des 30 000 balles, donc c'est pas une somme négligeable. Et en même temps, pour la première fois, une distance de raisonnement, une maturité qui est atteinte, je sais pas exactement comment le décrire, mais j'arrive à voir très clairement les choses sur le fait que faut que j'arrête de croire à la solution magique, que l'association avec la bonne personne, ça va marcher, ça va me faire rebondir, je vais pouvoir être associé à un super projet. Je me dis j'en ai marre, je vais assurer mon propre destin. C'est ce que j'ai toujours fait, mais il y a quelque part dans tout ce chemin où j'ai perdu cette confiance en moi. Et là, je décide de la reprendre. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est l'oiseau ne craint pas qu'on scie la branche sur laquelle il est posé. J'avais toujours eu cette croyance que j'étais l'oiseau, et pendant 1 an et demi, je l'ai perdu. Et là, c'est le moment où je le reprends. Je dis en fait, je vais assurer mon destin. Je sais pas exactement dans quelle direction aller. Et mon réflexe, plutôt que de m'enfermer, cette fois-ci, ça a été de m'ouvrir. Et ça a été hyper salvateur. J'ai pris le téléphone, j'ai appelé plein de potes. J'avais une situation que je pouvais voir clairement, ça faisait plusieurs mois que je m'étais plongé dans l'IA générative appliquée au monde du développement, etc. J'avais revu toutes mes méthodes de développement, j'avais développé des agents de code à moi qui étaient vraiment state of the art à cette époque-là. En même temps, j'avais un bon réseau sur Paris, je connaissais beaucoup d'entrepreneurs, j'ai des bonnes relations avec beaucoup de monde. Et le gros point faible qui était j'ai besoin d'argent tout de suite. Je voulais capitaliser sur tout ça, mais j'arrivais pas à trouver la manière. J'ai eu beaucoup de potes ont contribué et étaient très bien, mais j'en ai eu 2 qui ont été hyper fondateurs dans la situation dans laquelle je suis aujourd'hui. Il y a Thierry qui m'a dit écoute, t'es un mec brillant, je sais pas encore ce qu'on va faire ensemble, mais on va faire des trucs ensemble. Tu vas encaisser l'argent tout de suite et après on trouvera les prestats qu'on fait ensemble. Donc ça m'a permis de remonter à la ligne de flottaison.
Et j'ai Alex que j'appelle, à qui j'expose le constat. Je lui dis je sais pas quoi faire de mes agents de code. Je peux en faire une start-up, un SaaS, chercher à lever des millions et aller me battre contre Microsoft, GitHub et puis les Américains qui vont lever des dizaines et des centaines de millions à ne pas louper sur ce secteur-là. Mais bon, je suis pas sûr d'avoir envie de cette vie-là. Et là, il me dit mais t'es trop con. La solution, elle est évidente. Tu sais monter une agence. Sers-toi tout ce que tu as fait comme avantage concurrentiel. Et ça va résoudre tous tes problèmes. Et en fait, tu sais faire. Et là, je me prends en plein dans la tête que j'avais acquéri une croyance limitante sur cette partie-là parce que je voulais plus remonter d'agence suite à Hexagonal. Parce que je m'étais dit plus jamais, quoi. Trop souffert avec les clients, trop souffert avec l'équipe, je veux plus, etc. Et donc là, je suis obligé de faire face à cette croyance limitante. Et je réfléchis, je me dis, en fait, c'est vrai que le service, j'ai adoré ça. En fait, j'adore, moi, être au contact des gens, discuter avec plein de nouvelles personnes, découvrir des métiers, creuser ces métiers-là, parce qu'il faut que je les automatise, etc. Et en fait, c'est un exercice intellectuel que j'adore. Et qu'en fait, ce que j'ai pas aimé, c'était les gros projets. C'était avoir beaucoup de pression, avoir des énormes projets où pour moi, en fait, ma thèse, c'est que t'es obligé d'avoir de la pression à la fin, parce que les intérêts sont trop désalignés. Donc en fait, si t'as un client qui t'a payé 500 000, 1 million pour avoir quelque chose, évidemment qu'il trouve jamais qu'il en a assez. Évidemment qu'il trouve qu'il y a toujours un truc que tu peux améliorer. Et lui, son intérêt, c'est d'essayer de grappiller tout, et toi, ton intérêt, c'est d'essayer de couper, parce que sinon tu préserves pas tes marges, quoi. Et donc je me suis vraiment demandé, ok, d'accord, je refais une agence, d'accord, je me sers de l'IA générative comme avantage concurrentiel. Maintenant, comment je fais pour pas revivre tout ce que j'ai vécu sur Hexagonal, quoi. Donc la solution arrive assez rapidement, c'est faire des petits projets. Je réfléchis un peu. C'est quoi un petit projet ? Je dis des prix, 500 000, non, c'est évidemment pas un petit projet. 100 000, non, c'est pas un petit projet. 50, non, ça reste un gros projet, ça reste encore beaucoup d'argent, va y avoir des conflits. 20 000, ok, tu commences à t'approcher, mais bon, je connais pas même de PME et de belles boîtes où perdre 20 000 euros, c'est $1. 10, ça commence, mais bon. Je me dis, sur Hexagonal, perdre 10 000 balles, ça fait chier quand même. Tiens, je me remets dans ce truc-là. Je me dis 5 à 5. 5, en vrai, voilà, quand tu es une boîte, c'est plus vraiment de l'argent. Même quelqu'un qui démarre, tu vas pas être son plus gros poste. Et je me pose la question, est-ce qu'à 5, je me lève le matin ? La réponse est oui. Donc je me dis, ok, c'est le bon prix. Je vais faire 5 000. Je vais dire, c'est 2 semaines. 2 semaines, c'est court. Avec l'IAGène, ça me laisse un peu de temps. Les gens vont faire l'équation 10 jours de travail, 500 euros. Et pour un dev, c'est pas un prix déconnant, surtout si tu donnes une garantie de résultat. Donc je me dis, ok, j'ai un concept. 5 000 euros, 2 semaines, une appli. Ça, c'est un bon concept. J'aime bien. Et ce que j'aimais beaucoup aussi, c'est que ça me met dans une position où je suis obligé de ne pas reproduire les mêmes erreurs que sur Hexagonal. Sur Hexagonal, finalement, alors, il y a eu plein de problèmes, mais le plus gros problème a été le commercial. Et là, en fait, je suis obligé de faire beaucoup de commercial. Et donc, j'aime beaucoup. Et je me lance là-dedans. Je cherche un nom. Sur LinkedIn, je tombe sur une boîte qui s'appelle 1600.agency de Célian Frey, il me semble. Alors, je le connais pas, mais voilà. J'ai beaucoup aimé le nom. Je pense que j'ai mal compris le truc parce que j'ai cru que c'était son prix. En fait, c'est pas son prix. Il dit que c'est parce qu'il a monté son agence à 16 ans. Moi, je me suis dit, mais en fait, c'est du génie de mettre le prix comme nom. Hyper simple, hyper clair, tu peux pas faire plus simple en termes de com. Je vais sur Gandhi, je tape 5000 pour trouver les noms de domaine dispo. Je me dis, bon, .fr, il va jamais être dispo. Et puis là, je vois 5000.dev. Mais je fais, bon, c'est bon, quoi. C'est le nom de la boîte, c'est sûr, je le prends tout de suite, boum. Je me lance. Et puis c'est là que le projet se lance. D'abord en parlant autour de moi,
T'as soit des gens qui me disent c'est du génie, t'as tout compris, ça va être trop bien, vas-y go à fond. D'autres qui me disent mais c'est n'importe quoi, je comprends pas, pourquoi tu veux faire des petits projets, c'est de la merde, franchement, je comprends pas quoi. Et puis finalement ça marche bien, là, je commence par l'acquisition, je choisis LinkedIn comme canal d'acquisition. Assez rapidement, j'obtiens 3-4 rendez-vous par semaine. Donc ça, on est en janvier 2025. Février 2025, mi-février, j'ai eu genre une vingtaine de rendez-vous. J'ai signé une personne. Alors là, je suis quand même obligé de me mettre un peu en question, quoi. Je regarde les chiffres factuellement, je me dis c'est quand même bien merdique. Je me disais par ego que bon, j'avais quand même signé plus de 15 millions de contrats sur Hexagonal, que je savais un peu vendre, mais force est de constater que ça, je savais pas le vendre. Donc je cherche un coaching, je trouve quelqu'un, mec génial. Et puis bah, là, tout de suite, le mois d'après, je commence à signer plutôt 60-70% des gens. Et donc ça y est, 5000 points dev étaient lancés et commençaient à ressembler à ce que je voulais et à la vision. Après, on n'est qu'au début. Je veux aller beaucoup plus haut, beaucoup plus fort. Je veux me mettre à l'international, je veux vraiment industrialiser le développement. Mais la vision qui a vraiment émergé, c'est de faire sortir les projets de terre, c'est d'aider les gens à se lancer. Et je fais beaucoup de contenu sur l'entrepreneuriat et comment on lance une boîte. Parce qu'en fait, je m'aperçois que c'est des choses où on n'en parle pas assez. Il y a plein de gens qui ont envie de lancer des boîtes et en fait, tu sais pas comment faire. Donc voilà ma nouvelle vie. Un conseil à transmettre aujourd'hui, c'est de faire attention. La croissance peut être négative. De pas se laisser emporter. C'est-à-dire que je pense que sur Hexagonal, les circonstances m'ont fait être emporté dans une situation qui ne m'allait plus. Et c'est très compliqué, avant d'avoir vécu ça, de faire le travail sur soi pour savoir ce qu'on doit faire. Enfin, ce qu'on veut faire, ce qui nous correspond. Le truc qui va nous faire vibrer, le truc qui va être en alignement avec nous-mêmes, etc. C'est très dur de s'apercevoir des conséquences. En fait, une boîte de 20 personnes, une boîte de 50 personnes, c'est pas la même chose. Faut des compétences en management qui sont très différentes. Faut accepter de se séparer de gens qui étaient là au début, parce que s'ils sont plus à la bonne place. Et donc en fait, tout ça, c'est des conséquences qui sont dures. En quelques mots, mon conseil, c'est finalement de se renseigner auprès d'entrepreneurs qui sont plus avancés que nous. Parce qu'encore une fois, c'est des connaissances qui sont pas très très diffusées. C'est quoi les conséquences de passer de 20 à 40, 50, 80, 150, 200, 300 et se demander vraiment, probablement avec de l'aide, coach, psy, autre, est-ce que c'est ça qu'on veut? Je pense que tout le monde n'est pas fait pour avoir une boîte de 500 personnes. Moi, je suis pas fait pour ça. Et c'est fine, quoi. Tu vois, enfin, y a rien de mal à se dire, en fait, j'ai une boîte entre 10 et 20 personnes, et en fait, je suis heureux, et je fais du bon boulot, et je le maîtrise, et c'est ça ma zone de génie. Parce que souvent, on peut se laisser attraper par l'ambition, on peut se lancer attraper par le fait de se dire, bon, bah, pourquoi pas, attraper par, tu vois, quand je grossissais, je me disais, ah ouais, mais en fait, si je dis non à un client, ça veut dire qu'il va y avoir un concurrent qui va plus grossir que moi, ça veut dire que ce client, il va avoir plusieurs prestats, et ça veut dire que le prochain projet, peut-être que c'est pas moi, peut-être que c'est l'autre qui va prendre, et ce sera parce que j'ai dit non à ce moment-là, tu vois. Enfin, tu rentres dans des schémas où, en fait, quand il est su jusqu'au bout, tu fais, ok, mais en fait, c'est quoi? Le but, c'est de grossir jusqu'à 3000 personnes? C'est quoi? Enfin, qu'est-ce que tu vas devenir, quoi? Et jamais je m'étais posé en me disant, ok, est-ce que la vie à 50, 80, 100, c'est la vie que j'ai envie d'avoir, quoi? En fait, si je m'étais vraiment posé la question, la réponse aurait probablement été non. Mais encore une fois, c'est très dur de le savoir avant, parce que on dit oui, le management c'est dur, etc. Mais c'est autre chose de voir les vrais problèmes au quotidien, les gens qui te voient différemment, des gens que t'aimes, qui te font des reproches, etc. Tout ça, et voilà, c'est dur de l'anticiper. On n'est jamais pleinement préparé à planter sa boîte. Alors informer, accompagner les dirigeants, les indépendants, c'est notre mission avec Planté et c'est aussi la mission de notre partenaire, l'association GSC, l'assurance perte d'emploi des dirigeants d'entreprise.
Merci donc à la GSC de nous donner les moyens de faire entendre ces témoignages en héritage à la nouvelle génération d'entrepreneurs. Au fil des épisodes, vous aurez au moins une certitude. Quand on plante, on repousse. Planter.